Madame, monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour un nouveau numéro de Week-end Sport avec, vous le savez, dans l'actualité, les différents championnats, que ce soit en football, Ligue 1 et Ligue 2, les différents sports de salle, sports collectifs comme le basket, le volleyball et le handball. On va parler un petit mot des championnats du monde d'athlétisme indoor qui vont débuter demain à Glasgow, en Écosse, avec 3 Algériens qui seront en lice dans cette compétition. On en parlera en fin d'émission avec le spécialiste maison, Badro Belhadjouja. Et puis, vous le savez, l'info de la journée, c'est le nom enfin divulgué, même si c'était un secret de polichinelle depuis quelques jours, voire même quelques semaines. Il fallait quand même finaliser. Et enfin, le nom est tombé sur le site officiel de la Fédération algérienne de football. Alors, il est suisse, bosnien, bosniaque, et il a été ancien entraîneur de la Suisse. C'est Vladimir Petković qui est le nouvel entraîneur ou le nouveau sélectionneur de l'équipe algérienne de football. On va en parler et Fatah Habada nous a dressé le portrait du quart de finaliste de l'Euro avec la Suisse. On en parlera dans quelques instants. Voilà pour en gros le sommaire de cette émission et comme chaque semaine vous allez reconnaître les chroniqueurs de l'émission. D'abord, on va commencer à ma gauche par notre aîné. Je peux dire notre aîné, c'est pas grave. Mohamed Hawchine, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Personnellement, tout heureux de retrouver toute l'équipe et bonne soirée, en tout cas, tous ceux qui nous suivent sur Canal Algérie. À côté de vous, le consultant foot de Canal Algérie, Djilali Touzi. Djilali, bonsoir. Bonsoir Riyad, bonsoir à toute l'équipe qui est complète ce soir. Et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Complète et en forme. Et il a beaucoup bossé aujourd'hui, mais il garde la forme. Fatah Habada est avec nous. Bonsoir Fatah. Bonsoir Riyad, bonsoir les amis. Toute l'équipe est là, je suis content. Et puis bonsoir à nos chers téléspectateurs. Badreddine Belhadjouja, l'ancien président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Il sera question d'athlé aujourd'hui. Et puis, consultant Omnisport, toujours un plaisir de te voir avec nous ce soir. Bonsoir Badalo. Bonsoir Riyad, le plaisir est pour moi surtout entouré des amis et puis bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors avant de commencer par la nouvelle du jour, je vous en parlais, le portrait de Vladimir Petković. On voulait s'arrêter un moment pour rendre hommage à une figure emblématique de notre football, du football national. C'est le troisième. C'est le troisième de la grande équipe de 82, après Mehdi Serbah, après Mansouri, le troisième joueur de cette grande sélection de 82 qui nous quitte, Salah Larbès, nous a quittés à l'âge de 71 ans. Vous l'avez connu, vous l'avez commenté. C'était un des grands joueurs et un des grands défenseurs du football national. Oui, vous l'avez si bien dit, un sportif exemplaire, excellent footballeur, l'un des joueurs les plus titrés du football algérien, je tiens à le rappeler. 8 titres de champion d'Algérie avec la JSK. 2 Coupes d'Algérie, une Coupe d'Afrique des clubs champions, 46 sélections en équipe nationale, excuse du peu, les Jeux Olympiques de Moscou 80, puis la Coupe du Monde de 82 en Espagne. Je crois qu'il est rentré en cours de match face à l'Allemagne. Et puis il a joué titulaire face au Chili à l'époque. Exactement, c'est le cas de le dire. En tout cas, en plus d'un sportif exemplaire, vraiment un fils de famille, un fils du peuple, comme on dit. Il n'avait que des amis. Même les adversaires que j'ai rencontrés, qu'il a rencontrés durant toute sa carrière, ne tarissent pas d'éloges. En tout cas, sur lui, c'est le sportif exemplaire. En tout cas, il a lutté contre la maladie durant ces 2-3 dernières années. Tout à son honneur, il a fini, bien évidemment, Mektobo, Allah rahmah aussi allez. Toutes nos condoléances à sa famille et à sa femme qui est une ancienne handballeuse de la JS Kabylie. Ce soir, on vous dit de tout cœur avec vous. De tout cœur, bien sûr, nous présentons nos condoléances à toute la famille Larbès et la famille de la JSK, puisque c'était une des grandes figures de cette équipe. Natif et inhumé à Tirsraïn, c'est bien ça. Oui, il est né à Tirsraïn, il a grandi à Tirsraïn, il a commencé par 2 petits clubs à Alger, le CS Douane, club sportif des douanes, puis l'équipe des travaux publics, et c'est en 74 que le Abdelkader Khalef, que Dieu ait son âme, l'ancien président de la JSK, le frère aîné à Mahdi El Khalef, qui devait d'ailleurs avoir lieu un jubilé demain qui a été reporté à une date ultérieure, justement à cause du décès de Salah Larbès, par respect pour. Donc, on a été le chercher, ils l'ont lancé.
inconnu à l'époque. On se demandait même, supporter de la JS Kabylie, quelque peu exigeant. Difficile. Si c'était ce gars-là, eh ben, comme lui, comme Kamel Aouis Larahmou, qui venait de l'équipe de Madania, ils sont fait en nom jusqu'à devenir internationaux, s'il vous plaît, tout à leur honneur. Cet après-midi, juste pour terminer avec le regretté Salah Al-Arbès, j'ai revu quelques images juste pour me remémorer. Bon, je me souviens des matchs de la Coupe du Monde. J'ai revu un certain Ned JSK. C'était sur du tuf. Et j'ai vu d'abord la morphologie athlétique de feu Salah Al-Arbès et ses centres millimétrés enveloppés. D'ailleurs, le premier but de la JSK, c'était sur un centre de l'Arbès. C'était un sacré joueur. Et le meilleur souvenir que je garde, il est là dans mémoire, je ne pourrai jamais l'oublier, c'est la fameuse finale Coupe d'Algérie, JS Kabylie, Wifar de On revoit les images. Regardez cette frappe de loin. 1986, la JS Kabylie pensait l'emporter facilement. Ils sont tombés sur un os, le Wifar de Kolo. Les prolongations. Avec le grand Mohamed Lamine Barloul. Barloul dans les buts, exactement. Et 119e minute de jeu, vous savez que si la JS Kabylie était partie au pénalty, au tir au but, ils avaient le moral à plat. 119e minute de jeu, tête de Fergani, mais à l'origine, l'Arbès qui traverse tout le terrain sur sa longueur, il crochette à partir de la gauche, il dépose le ballon sur le crâne un super centreur pour offrir une énième Coupe d'Algérie à la JS Kabylie. C'était la 4e à l'époque, je crois. Et on présente encore une fois nos condoléances à toute la famille. Voilà, on va maintenant rentrer de plein pied dans l'actualité de l'équipe nationale et bien évidemment, jingle équipe nationale. Vladimir Petković. Il faudra que vous vous habituiez à ce nom. Et puis, c'est encore un Bosniaque. On a eu Vaïd. Maintenant, c'est Vladimir. On va s'y habituer. On connaissait Poutine. Maintenant, on va avoir Petković. Et celui qui nous a dressé le portrait du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football, Fatah Abada. On regarde. C'est désormais officiel. Le Bosniaque Vladimir Petković est le nouveau sélectionneur national. La Fédération algérienne de football l'a annoncé sur son site officiel. Le nouveau coach des Fennecs arrivera dimanche à Alger et animera une conférence de presse le lundi 4 mars, comme précisé sur le communiqué de la FAF, sans plus de précision. Vladimir Petković est né à Sarajevo, au sein d'une famille croate de Bosnie et naturalisé suisse en 2003. Il a accompli l'essentiel de sa carrière de joueur et d'entraîneur dans son pays d'accueil, avec des passages à l'étranger sur le banc de Samsunspor en Turquie et à la Lazio de Rome, pensionnaire de Serie A, avec lequel il remporte une Coupe d'Italie contre l'AS Rome, le grand rival, en mai 2014. Certes, le docteur, comme le surnomment les Suisses, reste sur un échec total à Bordeaux, en Ligue 1, avec moins d'un point pris par match et une participation non négligeable à la descente des Girondins en Ligue 2. Mais il a montré sa capacité à faire briller les sélections. Il a tenu les rênes de la NATI, la sélection nationale suisse, de 2014 à 2021. En plus d'être un modèle de longévité au pays des horlogers et de régularité, puisqu'il a toujours qualifié sa sélection pour les grandes compétitions. Et la sortie des phases de groupe, Vladimir Petković a apporté ambition, rigueur et confiance. Sous sa houlette, les Suisses se sont qualifiés pour tous les tournois majeurs. Surtout, l'ancien entraîneur de la Lazio était parvenu à percer le plafond de verre de la Suisse en leur faisant parvenir à remporter le premier match à élimination directe de leur histoire. Le tout avec la manière. La Suisse avait renversé les champions du monde en titre, la France, qui menait pourtant 3-1 à 10 minutes du terme du match. Les supporters des Bleus en conservent un souvenir cuisant, gageant que le néo-sélectionneur national réussira à redresser la barre et remettre les Verts sur le chemin du succès dans les compétitions continentales et internationales. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Alors messieurs, maintenant on connaît le nom, on a attendu longtemps, même si on savait qu'il y avait une shortlist. Il avait une longueur d'avance, une tête d'avance sur tous les autres. Il y avait l'entraîneur le sélectionneur du Nigeria, je pense. Et puis il y avait lui qui l'a remporté par rapport à Kéroche. Certainement, on va voir après les détails, certainement sur le staff algérien avec lequel il va travailler. Alors, Djilali, Petković, vous en pensez quoi? Mais non, on ne peut pas porter un quelconque jugement dès maintenant, donc il faut lui laisser le temps pour qu'on puisse découvrir sa méthode de travail. Mais par rapport à son CV, c'est un CV
je dirais, étoffé. Il a cette expérience internationale. C'est d'après ce qu'on est en train de voir, il a du charisme. C'est une personnalité, chose qui est très importante dans la gestion du groupe, surtout après, je dirais, un échec en CAN. Donc, la première obligation, la première mission, c'est de remettre de l'ordre dans cette équipe nationale, mettre tous les joueurs sur le même pied d'égalité, rajeunir l'effectif tout en s'appuyant sur le cadre. C'est très important et il ne faut pas oublier qu'il y a un paramètre très important aussi qu'il faudra qu'il maîtrise, c'est cet art de communication qu'il doit avoir avec tous les acteurs de la scène footballistique algérienne. Mohamed Haouchi. Écoutez, Petkovic a quand même une carte de visite assez intéressante, il faut le dire. Bon, comme l'a dit Djilali, maintenant il faut le voir sur le terrain, mais c'est quelqu'un il est croate, né en Bosnie. Ça veut dire que c'est un Bosnien d'origine, mais lui, c'est un Croate. Un Croate qui a fini par prendre donc sa nationalité en Suisse parce qu'il a tellement joué, mais à ses débuts, il a joué dans la grande équipe de Sarajevo avec un grand joueur qui s'appelait Safet Suzic, la grande vedette du Paris Saint-Germain qui a écrit ses lettres d'or au niveau du club parisien. Celui qui a essayé de se faire une place avec Dahleb à l'époque. Exactement, Suzic qui était un grand joueur. Donc il a eu la chance, à 25 ans, il est parti en Suisse et il a commencé à jouer dans plusieurs Suisses. Il a joué dans le canton du Valais, notamment dans le club de Sio, la capitale du Valais, les Valaisans comme on les appelle, puis à Martigny à côté, puis ensuite en Suisse italienne, ce qu'on appelle le canton du Tessin, le Ticino. Il a joué à Lugano et Bellinzone. Donc il a fait toute sa carrière et bien évidemment sa carte de visite, il a entraîné l'équipe nationale suisse pendant 7 ans s'il vous plaît, et 7 ans il a réussi 3 rendez-vous majeurs, à savoir 2016, une brillante qualification. 7 ans, c'est pas rien, 7 ans. 2018, brillante qualification en Coupe du Monde. Et 2020, 1 euro. C'est que les Suisses l'ont applaudi d'avoir qualifié ce qu'on appelle la NATI, c'est l'équipe nationale suisse, n'est-ce pas? 3 grands rendez-vous, c'est tout à son honneur. Alors, carte de visite vierge, je ne connais pas l'Afrique, Badro, mais après la NATI, son CV, je pense qu'il peut l'étoffer avec l'Algérie. Oui, évidemment, mais bon, vous savez, un coach, quelle que soit la discipline qu'il gère, il peut réussir dans certains clubs ou certaines nations comme il peut échouer avec d'autres nations. Moi, ce que je retiens par rapport au sujet qu'a présenté notre ami Fatah, sujet complet, précis. Moi, j'ai vu les images. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne vais pas faire de la psychanalyse, mais d'après les images, son visage dégage un grand charisme. De l'aisance et de la présence. Ses gestes aussi, il y a une assurance dans ses gestes, effectivement. Donc c'est tout ce qu'on peut dire actuellement. On ne peut pas juger, on ne peut pas apporter de jugement. On laissera le temps, comme il a dit. Ma question était sur vos impressions. Le jugement, on ne peut pas. Oui, moi j'étais impressionné par ses gestes. Vous voyez, il dégage une assurance, il dégage de l'aisance, de la présence. De la sérénité. Je pense qu'il maîtrise son sujet. Ajoutez à ça qu'il parle 5 langues, le croate, le russe, l'anglais, l'allemand. Incroyable, et j'avais oublié donc la 5e, anglais, italien aussi. Alors il manque Derja, l'Qbaïliya, et ça va venir. S'il reste 7 ans chez nous, moi je pense qu'il va apprendre. Il y a un petit point, pardon Fatah, l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il a réussi beaucoup plus en sélection qu'en club. Eh ben, on espère qu'il va réussir. Fatah, voilà, ils ont été dithyrambiques, pourtant il a encore son premier jour, ce sera je pense lundi ou dimanche. Son premier jour sera lundi parce qu'il arrivera le dimanche et il animera la conférence de presse le lundi 4. Ce que je voulais rajouter dans tout ça, Riyad, c'est qu'il a une aura. Il est reconnu pour son charisme, pour sa fermeté, pour sa méthodologie dans le travail. J'ai eu à discuter avec beaucoup de spécialistes. Ils ne disent que du bien de lui. D'ailleurs, je ne sais pas si on arrive à avoir Nabil Djellit quand même, qui est une pointure dans... on me dit qu'on l'a. Très bien. Donc, bonsoir Nabil, et puis merci d'être avec nous sur Canal Algérie, sur Weekend Sport. Nabil, Vladimir Petkovic est désormais le sélectionneur national en Algérie. D'abord, quelle est votre impression? Quelle est votre première lecture, si on peut dire ça?
Bonjour Canal Algérie, Nabil Djehit de l'équipe. Un petit mot sur la nomination de Vladimir Petković à la tête des Fennecs. C'était attendu, effectivement. Son nom circulait depuis quelques temps. Il y avait plusieurs noms qui circulaient, Pesero, Kéros. Donc voilà, l'Algérie a fait le choix d'un logiciel maintenant plus européen, avec un entraîneur confirmé et solide, quelqu'un qui a travaillé très longtemps avec la sélection de Suisse, avec qui il a eu effectivement de bons résultats. Il fallait vite tourner la page Djamel Belbadi, c'est vrai, c'était pas simple à ce moment-là de trouver aussi un sélectionneur, parce que quand vous vous projetez avec un sélectionneur jusqu'en 2026, à la sortie de la CAN, c'était pas évident tout de suite de repartir rapidement, d'autant que les échéances qui arrivent sont importantes. Alors ça va être le boulot de Petković, de préparer l'équipe d'Algérie, notamment pour le mois de juin avec ce match face à la Guinée, et aussi l'Ouganda pour les éliminatoires Coupe du Monde, qui est le grand objectif pour moi pour la sélection algérienne. Il a plusieurs chantiers, remettre de l'ordre déjà dans cette équipe algérienne qui reste sur quand même un échec majeur sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était une équipe qui était annoncée parmi les meilleurs, probablement top 4 ou top 5 africains. On a été loin du résultat escompté, donc c'est de reformer un groupe, remettre un état d'esprit, renouveler un peu encore cette équipe algérienne. Ça a été déjà fait en partie, mais il faut continuer. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelqu'un qui va résider en partie en Algérie, ce qui va lui permettre de donner un peu de considération et d'aller regarder le championnat d'Algérie, parce que moi, on peut m'expliquer comme on veut. Je veux bien qu'il n'y ait pas 23 joueurs dans le championnat d'Algérie capables d'aller gagner une Coupe d'Afrique des Nations, mais qu'on puisse pas trouver 3 ou 4 ou 5 joueurs. Malheureusement, je pense que ça a été coupé parce que Nabil était en déplacement, donc il a bien voulu nous recevoir. Merci Nabil d'avoir répondu. Et donc vous l'avez entendu, Nabil Djehit, qui dit beaucoup de bien. Il a déjà suivi, il le connaît. Il avait bien suivi quand il dirigeait la sélection suisse, et il m'avait dit en aparté, quand on a parlé au téléphone, il m'avait dit qu'il est d'une fermeté extraordinaire. C'est-à-dire que c'est le genre de sélectionneur qui n'a pas de star dans l'équipe, c'est le plus en forme qui joue, c'est celui qui démontre qui joue, c'est celui qui correspond à son schéma schéma de jeu qui sera aligné. Alors on va aller très vite. Messieurs, il arrive. D'abord, il va y avoir un temps d'adaptation. Il faudrait qu'il y ait ce contact avec les joueurs. La question que je me pose, c'est comment va-t-il faire jouer cette équipe? C'est quoi son style de jeu? Et il n'a pas beaucoup de temps. Demain, c'est le 1er mars. Et il y a un tournoi qui l'attend dans un peu moins de 20 jours, ou 20 jours à peu près. Il y aura, je crois, en Algérie, Afrique du Sud le 26. Il y a un match Bolivie le 22. Et le Bolivie le 22. C'est-à-dire qu'il a 22 jours pour essayer de prendre ses quartiers à Sidi Moussa, essayer de se préparer, et tout de suite, le temps de sélectionner son équipe, jouer 2 matchs, et on connaîtra peut-être la patte de l'entraîneur Petković. Pardon Mohamed, pardon. Oui. C'est juste pour préciser que dans les négociations, selon nos indiscrétions, il aura un staff algérien, un adjoint algérien. On ne citera pas les noms parce qu'on n'a pas cité les noms avant que ça soit annoncé officiellement. Mais de toute façon, ça sera certainement un assistant ou 2 assistants algériens qui connaissent déjà la maison, qui connaissent déjà les joueurs, et c'est très important pour introduire le nouveau coach au sein de cette sélection. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, moi j'estime qu'il ne faut pas se cacher la face. Aujourd'hui, il y a la technologie qui est avec nous. Je suppose que le nouvel entraîneur de l'équipe nationale algérienne, il a fait ses devoirs, a dû visionner tant de matchs de l'équipe algérienne, je ne vous le dis pas. Il doit avoir une idée sur la plupart de ses composantes, les joueurs, qualités, les défauts de tout un chacun. Sur ce plan-là, je pense qu'il a des chances certainement de faire un atterrissage en douceur. Djilali. Comme il a dit Fatih tout à l'heure, l'idéal c'est d'avoir un adjoint algérien, déjà, un adjoint local, je dirais. Je pense que c'est une condition. Ouais. Et la deuxième des choses, c'est qu'il va y avoir ce tournoi du mois de mars. Ça c'est un tournoi qui peut lui permettre de connaître mieux son groupe, et qui peut, à travers ce tournoi, c'est là où il va avoir une idée précise sur chaque joueur. Et c'est rare, surtout qu'il va avoir, pour une date FIFA, il va avoir 2 matchs. C'est bien. Oui. Et je dirais, il a certainement, comme il a si bien Mohamed, une short liste de 50 joueurs. Donc il a le temps c'est plutôt une liste élargie de 50 joueurs. Donc il a le temps de connaître chaque joueur et d'instaurer son propre schéma de jeu et son propre profil. Tout en précisant que ce
tournoi du mois de mars, c'est un tournoi FIFA. Hein. Oui, bien sûr, c'est un tournoi bien FIFA. sûr, bien sûr. Alors on rappelle Bolivie, Afrique du Sud, Algérie et Andorre. Principauté d'Andorre. Beaucoup de gens pensent que c'est pendu comme ça par hasard. Et non, c'est une date FIFA. Et l'Algérie a été choisie par la FIFA. C'est un avantage qui a été accordé à l'Algérie. Juste rien pour dire que les négociations ont été très longues. Très longues, les gens ne le savent pas. Elles ont été très très longues avec ce sélectionneur. Tout a été discuté. Et quand il sera paraphé son contrat, je pense qu'il est déjà paraphé, toutes les conditions pour les uns et pour les autres. Hein. Ça a été long. Il est à moitié suisse, donc le temps, ça compte pour un Suisse. Et puis j'espère qu'il est aussi bon sur le banc qu'en négociation, parce qu'il a fait languir Sadi pendant un bon bout de temps, parce que ça devait être annoncé un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Riyad, il y avait plein de CV sur la table de Walid Sadi, plein de CV. C'est le choix. Et attention, c'est une responsabilité. Il avait un profil bien précis, le bureau fédéral, la commission, ils avaient un profil bien précis et je pense que ça a été bien choisi. Peut-être, Voilà. Riyad, le seul inconvénient, c'est que il connaît mal la compétition africaine. C'est ça. Voilà, c'est le point d'interrogation. On est un petit peu pris par le temps. On va passer à la deuxième partie de l'émission. C'est bien évidemment les compétitions africaines. Jingle. Compétition africaine avec nos deux représentants. Il y a, comment on dit, il y a Mohamed Kiri et Mohamed qui pleure. Hein. C'est pas Jean Kiri qui pleure. Alors il y a le Serbé qui va jouer, pour du beurre, alors que l'USMA d'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale. On va avoir quelques images. Donc je rappelle le programme de ces matchs vendredi au stade du 5 juillet à partir de 17h. Le Shabab Riyadi de Belouizdad qui accueille Mediama du Ghana, alors que 2 jours plus tard, c'est-à-dire dimanche, toujours sur la même pelouse du stade du 5 juillet, cette fois-ci à 20h, l'USMA affrontera les Sud-Africains de Supersport avec le CRB qui est d'ores et déjà... Le CRB Riyad qui est d'ores et déjà out, donc c'est un match qui compte pour du beurre pour le CRB. Peut-être se retaper le moral, peut-être un match de préparation pour reprendre la compétition de championnat et aller défier la GS Kabylie le mardi en Coupe d'Algérie. Par contre, l'USM Alger, dire qu'il n'y a aucun enjeu, c'est faux. C'est complètement faux. L'USM Alger, il lui interdit de perdre, au risque de perdre la première place et de jouer la manche retour des quarts de finale à l'extérieur. Et donc, même Garrido a un petit peu son séance sur un siège éjectable parce qu'il est très controversé en ce moment. Oui, ce n'est un secret pour personne qu'il est sur un siège éjectable. Le mécontentement de la direction, le mécontentement des supporters, c'est très clair. Toujours est-il que l'USM Alger est obligé de réaliser un bon résultat pour être sûr de recevoir en manche retour, ce qui est important en Coupe. D'où l'importance de ce match. Je vais faire un tour de table dans quelques instants, mais ce soir, on a voulu poser une question. Pourquoi les équipes ou les clubs algériens ont tellement de mal en Champions League? Pourquoi ce n'est pas les grands ténors, comme souvent de grands clubs maghrébins ou d'Afrique du Nord, où à une époque c'était Enyimba du Nigeria qui dominait, juste après c'était les Congolais du tout-puissant, maintenant c'est l'époque c'était le Hafia Conakry. Et il y avait aussi les Sud-Africains à un moment donné qui prenaient, on a l'impression que la locomotive, on se faisait des passes parfois c'était le WAC, parfois c'était l'Espérance pendant 2-3 ans, le Ahli, etc. Pourquoi les clubs algériens ont tant de mal? C'est la question que le coach a voulu se poser ce soir. Tout de suite, on va passer à l'œil du coach. Alors Djilali, c'est quoi le problème? Pourquoi on a du mal à aller au bout de cette Champions League? L'œil du coach aujourd'hui, Riyad, est consacré à cette participation que je dirais toujours en constat amer concernant nos clubs qui participent aux différentes compétitions africaines. Je dirais que c'est un modeste avis d'un technicien
je dirais généralement, surtout depuis une décennie, c'est les équipes nord-africaines qui dominent cette compétition, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF. Coupe de la CAF, exceptionnellement pour cette équipe de l'USMA la saison passée. Je dirais, sur le plan technique individuel, nos joueurs sont supérieurs à ces clubs. Donc la question reste posée. Moi, je pense que le niveau, c'est par rapport aussi on n'a pas encore cet esprit professionnel pour le moment. Et le niveau de championnat, notre championnat, je dirais, est un peu faible. Surtout, il n'est plus productif comme avant. D'où la formation au niveau des jeunes, qui est insuffisante et parfois, je dirais, défaillante sur le plan tactique, physique et mental. Donc, et aussi la prise en charge sur le plan pédagogique, sociologique et psychologique qui est quasi inexistante chez nos jeunes. D'où la nécessité de centres de formation et surtout pour les clubs qui, soi-disant, sont les clubs locomotives de notre football. Troisièmement, il y a la participation des différentes sélections nationales des jeunes qui doivent être régulières pour pouvoir hisser le niveau de nos jeunes. Et je dirais aussi, il y a un autre facteur qui est déterminant dans ce constat, c'est la planification annuelle qui doit être en adéquation avec le déroulement et le calendrier du championnat national ou des compétitions africaines. Et le quatrième point, c'est qu'il faut avoir cette culture de la gagne, il faut avoir cette ambition d'aller le plus loin possible et surtout d'aller gagner les titres, ne pas partir je dirais, pour jouer les seconds rôles. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la représentativité de tout un pays. Donc c'est un lourd fardeau qu'il va falloir assurer et assumer. Merci beaucoup, Djilali. Voilà, en résumé, en fait, ce que j'ai compris, messieurs, c'est que la Champions League et le sommet de l'Afrique, c'est une culture de club professionnel. Et une culture, Djilali vient de dire un mot qui m'a plu, la culture de la gagne. Vous savez que vous arrivez en haut, vous avez les plus grosses cylindrées continentales. Et ça se joue parfois à un détail près. C'est une question de mental, une question de motivation. Il faudrait qu'il y ait une locomotive. Et la locomotive, ça doit être le coach. Je voudrais rendre ce soir, en tout cas, tirer chapeau à un bon technicien algérien qui s'appelle Abdelhak Benchikha, qui a été le meneur de cette équipe. Il offre 2 titres à l'USMA. Ce n'est pas pour regretter son départ. Bon, ça reste respectable, mais je peux vous le dire, aller battre en finale le Young Africans, cette équipe qui vient d'éliminer le CR Belouizdad, ça se jouait à un détail près. Et puis après, il va battre la grande équipe du Ali pour la Supercoupe. Ça, pour vous dire, c'est une question de préparation mentale. Préparation physique, c'est sûr. Tactique, c'est sûr. Mais sur le plan mental, je pense qu'il faudrait avoir le déclic, avoir le chef d'orchestre capable d'emmener ses troupes vers le haut et vers la victoire. Badalo ? Entièrement d'accord avec mes amis. Là, le mental, c'est très important dans une compétition de telle envergure. Mais je rajouterais aussi, je l'ai dit sur plusieurs plateaux, le sportif algérien d'une manière générale, que ce soit un footballeur ou autre, ne maîtrise pas la compétition en elle-même. Il maîtrise l'entraînement, mais il ne maîtrise pas la compétition. Rappelez-vous, Riyad, quand on avait parlé du dernier match du CRB contre l'Ahli, ici, un match nul, et que tout le monde avait dit qu'ils ont produit un très bon football. J'avais dit que c'était de la précipitation. Le Ahli a joué à l'économie. Donc cette maîtrise de la compétition à tous les niveaux, cette discipline tactique nous manque énormément. Vous parlez de tout sportif, je vous donne la parole. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire gérer la compétition dans le sens mental et tactique. Ça me rappelle la course de nos deux, je crois que c'était aux 800 mètres, Sedjati et Moula. On s'est dit, c'est bon, on en a 2 en finale, il y en aura au moins un qui sera sur le podium. Nos 2 garçons ne gèrent pas la finale, ne gèrent pas les 2 tours de stade, et tous les 2, ils sont pas dans le coup, et c'est comme ça qu'on perd un titre. Qu'on perd, oui, absolument. Donc l'Algérien, le sportif algérien, mentalement, il est fragile. Il est fragile mentalement, mais aussi il ne maîtrise pas encore la compétition. J'illustre ce que vient de dire Badro, je l'illustre sur le plan footballistique. Prenons l'exemple du Ahli du Caire. Même au plus bas, il arrive en finale au minimum.
au plus bas de sa forme. Les plus mauvaises saisons, il arrive en finale. Et c'est ça la culture des titres. Ah oui, la culture de la gagne. On va terminer avec Djilali. Bon, je rajoute ce que les amis ont dit. La culture tactique ou bien la préparation mentale commence dès le jeune âge. Donc, il est, je dirais, primordial, il est impératif que les centres de formation soient... Mais c'est ça justement un grand club. Un jour, on fera, on fera très certainement un reportage dans le grand complexe, et je vous donne la parole, du Ahli du Caire, et on va voir ce que c'est une usine à titres. Ah oui. Le Ahli est une institution. Si on prend le Ahli, l'Espérance, le WAC, c'est tous des grands clubs qui ont des centres de formation de renom. Sans aller jusque-là, Djilali, moi je peux donner un exemple ici en Algérie. La grande équipe de l'entente de Sétif, qui sont montés ensemble, les champions d'Afrique 88. Ils ont joué en minime ensemble, en cadet ensemble. Moi, je les ai affrontés en cadet. Je les connais, c'est pratiquement la même équipe, à un ou deux éléments près. Mohamed Haouchine peut nous confirmer l'histoire de la GSK. Ils ont gravi les échelons ensemble. Ils sont montés ensemble. Ils se retrouvent. C'est ça la formation. Et en même temps, la formation est grandir ensemble. Continuer ensemble. Là, vous citez l'exemple de l'entente, ça peut arriver une fois. Mais le Ahli, ça arrive, c'est récurrent. Oui. Ça arrive Il faut voir les moyens des deux. Mais c'est pas par hasard que Sétif, la culture de la formation du football à Sétif, donne une Coupe des Coupes, je crois que c'était à l'époque, et une Champions League il y a quelques années. C'est pareil, c'est avec cette façon de penser football du côté de Sétif, du côté de la JSK aussi, où on est super titré. Maintenant, il faut les moyens et il faut aussi perdurer. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer une institution. On peut dire chez ces deux équipes-là, la formation était, je dirais, précurseur. Ils ont commencé déjà la formation avant les autres clubs. Alors pour terminer, un grand club se divise en deux. La première partie, c'est l'école, c'est la formation, et la deuxième partie, c'est le club professionnel qui gagne des titres. On prépare des enfants à être de grands champions à la fin, donc on scène en deux, c'est ça la culture, on voit le Bayern Munich, etc., l'Ajax, etc. Allez, c'est peut-être pas le même niveau de comparaison, mais je pense que si on veut tirer vers le haut, il faut surtout regarder ce que font ceux qui gagnent. Voilà donc, on va rester avec le football, mesdames, messieurs, fini avec les compétitions africaines, on va revenir chez nous pour parler de Ligue 1, tout de suite, jingle, Ligue 1. La Ligue 1 qui en est à sa 19e journée déjà, et oui, la phase retour bat son plein pour ceux qui essayent de se sauver et la bataille pour le titre. Tout le monde court derrière le Mouloudia d'Alger qui semble filer vers son titre, mais rien n'est encore dit. Il reste encore de longues journées, notamment celle-ci, la 19e que nous présente Saïd Flak. Accroché le week-end dernier par le MCL Beyed, le Mouloudia d'Alger enchaînera un deuxième déplacement dans les hauts plateaux pour défier l'entente de Sétif avec l'intention de reprendre sa marche en avant. Deuxième meilleure équipe à l'extérieur, le MCA est appelé à sortir le grand jeu face à des Sétifiens en quête de rachat, eux qui restent sur une lourde défaite à Al Beyed 3-0. Si le Mouloudia aspire à préserver sa dynamique, l'ESS visera la victoire pour garder le contact avec le podium. Le Parado AC, troisième au classement, partira largement favori en accueillant à Tizi Ouzou l'US Biskra qui fait du surplace après 2 revers de rang. Les académiciens livreront un duel à distance avec le CS Constantine, avec qui ils partagent la 3e place. L'enjeu est de se hisser provisoirement à la position de dauphin. Le CS est justement auteur d'une belle victoire à domicile face à l'AS Ochlef, se rendra à Béchar pour affronter la JS Saoura, dont les résultats en dents de scie depuis le début de l'exercice ont fait reléguer le club à la 2e partie du tableau. De son côté, le MCL Beyed abordera le voyage à Chlef pour défier l'ASO avec l'intention de réaliser un bon résultat, mais la tâche s'annonce compliquée puisque l'équipe chilifienne demeure assez coriace à domicile. Dans la course au maintien, le NC Magra, auteur d'une victoire à Biskra, aura à cœur de confirmer son réveil face au MC Oran qui revient fort depuis quelques journées. L'US Souf et l'ES Benaknoun, les deux promus, livreront quant à eux un choc à 6 points puisqu'un succès de l'une ou l'autre équipe la relancera dans la bataille pour le maintien. Cette journée est tronquée de 2 matchs, USM Khenchela CRB Louisded et USM Alger JS Kabylie, reportés à une date ultérieure en raison de l'engagement du Chebeb et de l'USMA ce week-end en compétition interclub de la CAF.
Deux matchs reportés, c'est classique en compétition africaine. Il nous reste donc les matchs et le ping-pong du jeudi soir. Le ping-pong du jeudi soir, avant le ping-pong du jeudi soir, Riyad, si tu permets, c'est une voix qu'on a entendue, on ne va pas l'entendre pendant très longtemps, notre ami Saïd Fellak, qu'on félicite d'ailleurs, qui vient d'être nommé chargé de communication au niveau de la FAF, un choix judicieux du président. Et fierté pour la rédaction de Canal. Fierté pour les services des sports et la rédaction de Canal Algérie. Félicitations Saïd et bon courage. Non, si, j'espère qu'on va l'entendre souvent, si. Non, on va plus l'entendre sur les VTR, des sujets qui vont nous manquer, les sujets de notre ami Saïd Fellak. Bon vent, Saïd. Voilà, bon vent Saïd. Et on passe directement au ping-pong, au traditionnel ping-pong. J'ai le plaisir d'avoir Gilali et Mohamed à mes côtés. Le Parado Athletic Club qui reçoit l'US Biskra à Tizi Ouzou. Gilali. Le Parado, il a cette opportunité de se hisser à la deuxième place en cas de victoire. Mais attention à cette équipe de Biskra qui reste imprévisible, même à l'extérieur. Donc c'est un match, je dirais, compliqué, mais le Parado a l'avantage de recevoir, donc ils peuvent gagner le match. Mohamed Haouchine, le MC Magra reçoit le MC Oran qui est au plus mal. En tout cas, deux clubs, un enjeu considérable pour les deux équipes, dans la mesure où même le NC Magra a besoin de points. Ils sont un peu dans le ventre mou, mais un peu plus bas en tout cas. Et le MCO qui joue sa survie parmi l'élite, je peux vous dire que c'est un match primordial pour les deux équipes. Je vois un match nul. L'US Souf, le dernier qui reçoit l'avant-dernier. C'est un match à 6 points. En cas de victoire, l'US Souf reviendrait à 3 points de Ben Aknoun. Donc c'est un match très important. Et je dirais que le pronostic est difficile à faire. Mais Souf part avec l'avantage du terrain. L'AISO, Mohamed Haouchine, qui reçoit le MC El Bayed, l'AISO, qui souffle le chaud et le froid. En tout cas, une équipe qui m'a quelque peu déçu. J'avais beaucoup d'admiration pour cette jeune équipe qui a bien débuté l'exercice, détenteur de la Coupe d'Algérie, bien évidemment, et que là, ils ont rétrogradé jusqu'à descendre en bas. En tout cas, l'AISO Chlef a tout intérêt à réagir pour sortir la tête de l'eau. Mais attention en face, une robuste formation du Mouloudia de Bayed. Et qui joue encore mieux depuis l'arrivée de Khzal. Ils sont solides, ils sont solides. Ça, c'est le MC El Bayed, effectivement. La JS Saoura Gilali, est-ce qu'ils doivent redouter l'arrivée du CS Constantine chez eux? Il ne faut pas oublier que cette équipe du CS, elle est sur une dynamique de victoire, donc elle est en confiance. Même Saoura, je pense que c'est la plus mauvaise saison de cette équipe en Ligue 1, donc ils sont en déperdition totale. Donc je pense que ça va être un match ouvert à tous les pronostics, mais CSC peut revenir avec un résultat positif. Le match phare, Mohamed Haouchine, l'entente de Sétif qui reçoit le leader incontesté et incontestable, le Mouloudia d'Alger. Ah, que c'est un beau match, une très très belle affiche entre le Mouloudia qui caracole en tête du championnat et l'entente sétifienne dirigée par un nouvel entraîneur, un ami que j'ai connu à Marsouillah, le Tunisien, qui a remplacé, rappelons-le, Franck Dumas. Je peux vous dire que ça va être une très très belle affiche dans la mesure où l'entente sétifienne n'a jamais cédé, très rarement du moins, le moindre point dans son fief du 8 mai 45. Tu veux dire un mot, j'ai compris. Il ne faut pas oublier que le match aller était je dirais d'un niveau très important. L'un des meilleurs matchs de la phase aller. Pardon, si je ne me trompe pas de saison, je crois que le Mouloudia avait pris les 3 points à Sétif la saison dernière, si je me trompe pas. Non, pas la saison dernière, c'était la saison d'avant. D'avant, où Nabin Riz était à la tête du Mouloudia d'Alger. Il avait battu l'entente de Sétif à domicile. Et il reste 2 matchs qui seront reportés pour cause de compétition africaine. Le SM Khenchla qui devait recevoir le CR Belouizdad et le SM Alger qui devait recevoir la JS Kabylie. Voilà, on a été complet sur la Ligue. Je sais qu'on est en retard d'une petite minute, Anis va nous pardonner, mais il y a quand même un gros match cette semaine. Ce sera mardi, c'est un grand choc. Coupe d'Algérie, à Tizi. JSK reçoit le Shabab Riyadi de Belouizdad. Ah oui, c'est la belle affiche, bien évidemment. Mardi prochain à Tizi Ouzou, 18h, entre la JS Kabylie qui veut épingler, bien évidemment, le CRB, mais le CR Belouizdad qui a toujours courtisé la Coupe d'Algérie, notamment ces dernières années. Je peux vous dire que très très difficile d'avancer le moindre pronostic. C'est le match de la semaine en Coupe d'Algérie. Voilà donc pour la Ligue 1. On va passer à la Ligue 2 qui en est à sa 18e journée. Jingle Ligue 2 amateur. La Ligue 2 avec cette présentation de cette 18e journée en un clin d'œil avec notre ami l'excellent Sami Achichou.
Dans le groupe centre-ouest, le derby entre le leader, l'US Mostaganem, vainquant en déplacement lors de la précédente journée, et le Wydad Mostaganem, 6e au classement, constitue l'affiche de la 18e journée. Le co-leader, RC Kuba, après son dernier match nul, tentera d'enchaîner avec une nouvelle victoire en recevant l'AS Modoron, 8e au classement. La JS Mascara, quant à elle, sera en déplacement à Mechria pour affronter l'équipe locale, 14e au classement. Dans le groupe centre-est, le leader Olympique Arbou évoluera sur du velours face à l'Olympique Magaran, 7e au classement, alors que le dauphin MSP Betna sera en déplacement chez Aïssaïn Mlila. Les gars de Betna aborderont ce match avec la ferme intention de revenir avec les 3 points de la victoire. La JS Borjmleil, après la dernière victoire à domicile, sera en appel à Chelroumleïd pour affronter la formation locale qui reste sur une lourde défaite lors de la précédente journée. Le cas Betna, 4e au classement avec 30e points, recevra l'USM Annaba, 14e au classement. Les Betnéens aborderont ce match avec l'objectif de prendre les 3 précieux points. Alors que le 5e de ce groupe, le MOC Constantine, se déplacera à Al-Khroub pour y défier l'ASK, 9e au classement. Voilà donc pour cette 18e journée en Ligue 2. On va regarder maintenant le tableau complet pour ceux qui suivent cette Ligue 2. Et vous êtes nombreux, on le sait. On va commencer par le groupe Centre-Est. Vendredi à 15h, demain, Khmis El-Khachna Tlarma à huis clos, Sol Roslan El-Alma, AS Khloub Mok de Constantine, Chelroum Laïd, pardon, JS Borj Menayel, Olympique Akbou, le leader du groupe, face à l'Olympique Magran, le Cap Batna face à Annaba, et puis l'autre club, le MSPB Batna à huis clos, se déplacera à Ain Mlila, match décalé au lundi 4 mars, ce sera Al-Harrach, l'USMH qui reçoit l'IRB Wurgla. Pour le centre-ouest, c'est à vous, Fatah. Oui, pour le centre-ouest, Riyad, donc le programme de la 18e journée, le vendredi à 15h, le Abou Falik qui reçoit JS Gir, le samedi à 14h, le Skaf Khmis Meliana qui reçoit le CRT Mouchen, le S Mostaganem, le derby de Mostaganem face au AM Mostaganem, le RCRA qui reçoit le MCB Wedsley, le SM Shria qui reçoit le Galia de Mascara pour faire plaisir à Riyad Belkhadim, et enfin la GSM Tiaret qui reçoit le SM Kouléa. Le lundi, 4 mars à 14h. Moi, je dis le rallye de Mascara, vous savez pourquoi? Tu as dit le Galia de Mascara tout à l'heure. Mon grand-oncle, qui est de Mascara, s'appelait le rallye. Et ma grand-mère, qui était très fière de son frère, disait on a appelé le Gali de Mascara, on l'a appelé Gali à cause de mon frère. Donc le rallye, c'est pour ça que ça reste le Gali. Mais c'est moi je connais. C'était le maintenant c'est le Gali de Mascara, mais avant c'était le Galier de Mascara. Voilà, et moi je connais quelqu'un aussi qui s'appelle le Rallye Riyad Belkhadim. Donc voilà, pour donner J'en ai entendu parler. Voilà. Le lundi 4 mars, donc le Net Hussein Day qui reçoit l'Olympique de Médéa. Et enfin, le RC Kuba, le co-leader, qui reçoit l'ASM Oran. Un mot, Riyad, si vous permettez, sur le RC Kuba. Le RC Kuba, on a eu le plaisir de recevoir le président, le sympathique Riyad Lesheb, qu'on a reçu. Il nous a reçus à son bureau et il est venu en invité chez notre ami Saïd Fallak pour Canal Foot. Et juste après son passage, la magie de la télévision. La magie de la télévision. Il a été reçu par Madame Lawali déléguée, qu'on remercie à la place des supporters de Kuba et de la direction de Kuba. Et le soir même, par Monsieur le président de l'APC de Kuba. Ou le maire de Kuba. Le maire de Kuba. Ils ont reçu 2 milliards et c'est mérité. 2 centimes. Voilà, 2 milliards de centimes. C'est de 2 millions de dinars et 20 millions de dinars. Bouffée d'oxygène. Et c'est une bouffée d'oxygène, effectivement. Et c'est bien mérité pour cette équipe qui a fait une excellente phase aller. Et c'est dommage, c'est avec un pincement de cœur qu'on constate que cette belle école de football comme l'Olympique de Médéa, Lanterne Rouge en National 2, j'arrive pas à avaler. Voilà, et donc on a été complet, Riyad, sur la Ligue 2, le groupe Centre-Ouest. Voilà donc pour la Ligue 2. Maintenant, place au sport collectif en salle. On va commencer par le handball. Jingle handball. Le handball avec, on va commencer par les dames et on va suivre ce tableau donc du championnat chez les dames qu'on va regarder dans quelques instants. Voilà donc Elbiar face au TS Sétif, ce sera à 11h demain. Askak Constantine face au handball club de Mila, 11h. Boumerdes reçoit le CSA Wassif à 15h. L'US Arbou jouera face à Badjara également à 15h. Et puis dans le groupe B, toujours demain, vendredi, 11h. C'est dommage que les filles jouent aussitôt
le matin. On parlera un jour du réveil musculaire. C'est assez compliqué. Mouloudia d'Alger, on va garder le tableau comme ça. Castor d'Oran. Castor d'Oran, si je ne me trompe pas, c'est le club qu'entraîne ou que gère Benjmil, l'ancien capitaine et numéro 10 de la sélection algérienne. Benjmil qui jouait donc à l'époque au grand MCO avec les Doubala et consorts. Le NRKG Alger, c'est Sonelgaz Alger, face au CR Didouche Morad. L'OGS Constantine face au CS Mouloud Mamri. Et puis samedi, NRF Constantine face à la JS Ouzlagen. Voilà pour les dames. Maintenant, rapidement, on va passer aux hommes. Ça, c'était la 8e journée chez les dames. L'excellence, messieurs, on en est à la 16e journée avec dans le groupe A, vendredi, à partir de 15h, l'OM Annaba face à Ain Touta. Mouloudi Saïda reçoit l'ES Arze. L'OM Batna face à Zirot Youssef. L'Olympique de Marnia reçoit le lycée Ouergla. Le handball club d'Elbiar affronte à la maison le CRB Mila. Et puis l'Olympique El Oued joue l'ES Constantine. Dans l'autre groupe, le groupe B, toujours vendredi, c'est une journée complète. Tous les matchs, ou plutôt 3 matchs sont à 15h. Chez l'Ormelaïd accueille la JSE Skikda, leader du groupe. JS Saoura face à Berika à 15h. Bermorad Raïs, face à Metlili, 15h. Et puis à 17h, Sonelgaz Alger face à Wetlilet, 17h. Le CRB Alger Centre, le CRBEE face au Mouloudia d'Alger, ce sera à 19h. Et puis samedi, c'est le derby. Ah, ça va être chaud, hein, Borj-Barélej, Badro, c'est votre ville, ça, hein. Absolument. Alors, BBA, c'est alors le M Borj-Barélej. Généralement, c'est le MM Borj-Barélej face au Shabab Riyadi de Borj-Barélej. Deux bons clubs, hein, qui donnent beaucoup de joueurs à l'équipe nationale. Derby à suivre samedi en match décalé de cette 16e journée de handball. Voilà, maintenant on va passer au basketball. Jingle basketball. Basketball avec le programme complet chez les dames, avec la 19e journée de la Super Division. Messieurs, avec Draria qui joue face à Bouagui à 15h, le NRB Staweli face à l'USMA d'Alger à 15h, l'USM Blida face à l'US Sétif 15h également, Nadu Sendé PS l'Ulma 15h, même horaire pour l'OS Borj-Barélej face à Benissaf à 15h, le Basketball Club de Rouiba face à Darl Beida, et puis à 17h, ça c'est un choc. Mouloudia d'Alger face au Wab Boufarik, ça c'est Sofiane Boulaya qui retrouve son club, le Mouloudia d'Alger, lui qui entraîne Boufarik, on l'a accueilli il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, Sofiane Boulaya, et puis Guet Constantine qui affronte à 17h Ouled Chebel. On va terminer avec le volleyball, jingle volleyball. Les deux groupes Est-Ouest pour la 14e journée de volleyball avec vous, Fatah. Oui, Riyad, programme de la 14e journée pour le groupe Centre-Est. C'est une mise à jour le samedi à 16h. Le JSC ou l'Aide Adouane qui reçoit l'Olympique Ain Mila et la JM Batna qui reçoit le MB Bjaya. Ça, c'est pour la mise à jour du groupe Centre-Est. Pour le groupe Centre-Ouest, la 14e journée, ça sera le vendredi. L'Olympique El-Qsar qui reçoit JS Mselmoun à 15h, la SV Blida qui reçoit le Pochlef à 16h, GSB Iram qui reçoit le RCMC là à 17h, le SB Tiwa qui reçoit le Mouloudia d'Alger à 17h, et enfin le Wat Lemsen qui reçoit le RM Arze, un match qui se jouera à 18h. Voilà donc pour le volleyball. Merci Fatah. Et puis je vous l'avais dit en titre, l'événement également ce week-end, ça commence demain. C'est les mondiaux d'athlétisme en salle indoor à Glasgow, la capitale écossaise. On va prendre un petit peu l'accent scottish pour la fin de cette émission. Déjà, Money Time, c'est très English, alors pourquoi pas l'athlé. Allez, jingle athlétisme. Alors, à 5 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, les grands noms de l'athlétisme vont se retrouver pour 3 jours à partir de demain, je le disais, à Glasgow, pour les championnats du monde en salle, où des stars vont venir un peu plus que d'habitude, parce qu'ils se préparent pour les Jeux Olympiques. Ils vont se jauger avant le grand rendez-vous de cet été à Paris. Tenez-vous bien, il y aura la présence de Noah Lyles, de Femke Bol, de Grant Holloway, de Mando Duplantis, le champion toute catégorie
du saut à la perche, Karsten Warholm. Mais il y aura également Badro, 3 Algériens qui vont participer à ces mondiaux. En Écosse, il y aura Triki au triple saut. D'ailleurs, ce sera samedi. Il n'y aura que la finale. Hein. Il n'y aura pas Pour Triki, oui. Triki, que la finale. Samedi 2, ce sera noté sur vos calepins, en direct sur la télévision algérienne. 20h40, la finale du triple saut, avec Triki qui va peut-être sauter pour un titre mondial en salle. Ce serait magnifique pour lui. Finale directe pour le triple saut. Il y aura Gwened au 800. Et puis, avec un peu moins de chance, il y aura Amin Bouannani. Il n'y a pas de 100 mètres. Demain. Non. Bouannani, c'est le 2 mars. Non, c'est demain Bouannani, c'est le 2 mars. Alors, un mot sur les 3 rapidement avant d'aller à Money Time, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc les 3 Algériens seront au rendez-vous de ce mondial. Un choix difficile, je dirais, c'est mon point de vue, un choix difficile à 5 mois ou 4 mois des Jeux Olympiques, courir 2 objectifs à la fois, c'est très difficile. Peu d'athlètes de haut niveau qui visent une médaille d'or au JO ou un podium au JO, ils font l'impasse en général quand il y a un championnat du monde en salle. Pour certaines disciplines, telles que le 800, vous remarquerez que, par exemple, nos 2 meilleurs coureurs de 800 mètres n'y seront pas. Donc, vous voyez, concernant nos chances, je dirais que Triki a beaucoup plus de chances au triple saut. Je dirais que c'est Triki qui a beaucoup plus de chances pour un résultat honorable. Suivi de Gwened avec ses 1,45. Il a réalisé un très bon chrono cette année et quelques poussières. Ça va être difficile de gêner les concurrents du 60 mètres et pour Bouannani. Ça va être très difficile. Il est classé 37e mondial. Vous savez, Bouannani, c'est un coureur de 110 mètres et. Par contre, en salle, c'est un 60 mètres et. Et Bouannani, quand on analyse sa course du 110 mètres et, il revient sur les 4 dernières et. Donc le 60 mètres, oui, il part. Il ne sera pas favori. Que les autres. Rapidement, pour arriver au Money Time, je suis désolé de vous couper, je sais qu'on en parlera notamment lundi dans 52 chronos. Je rappelle qu'au même moment, il y aura le championnat national Abdelkader Hammani, feu Abdelkader Hammani, notre aîné à la télévision algérienne, le papa Rabbi Rahmou de Mokhtar Hammani, rédacteur en chef. Ce sera au stade annexe Miloud Hadfi, et puis il y aura une météo assez... 84 clubs et 28 wilayas qui participent à ces championnats nationaux. Championnats nationaux. Et puis on va terminer rapidement avec le Money Time où il est question justement de planches, de mordre et de saut. Et ça fait grogner Carl Lewis. Effectivement, Carl Lewis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ex-champion olympique du saut longueur, du 100 mètres, du 200 mètres et du 4 x 100 mètres avec son équipe américaine lors des JO de 1984 à Los Angeles. La Fédération internationale d'athlétisme songe à apporter des modifications réglementaires en saut longueur. Comme vous le savez, Riyad, en saut longueur, il y a une planche d'appel. Une planche d'appel qui fait de 198 à 202 mm de largeur, à partir de laquelle le sauteur prend son appel ou son impulsion. Il y a aussi une planche en plasticine. Cette plasticine, c'est une gomme spéciale de 10 cm de large, plus ou moins 2 cm, c'est la règle, dont l'athlète ne doit pas toucher au moment de sa prise d'impulsion, sinon son saut est jugé nul, mordu. Et jusque-là, c'est bon. Aujourd'hui, la Fédération internationale d'athlétisme pense apporter des changements. Supprimer cette planche d'appel et la plasticine, la zone interdite, et la remplacer par une zone plus large de 50 à 70 cm. Donc elle est élargie et sur laquelle le sauteur pourrait effectuer son appel. Le saut sera mesuré à l'aide d'une puce laser. Ainsi, les sauts nuls seront minimes. Donc c'est pour diminuer... On annule les nuls et on ne mord pas sur cette zone-là. Oui. Eh bien, l'ex-champion olympique Carl Lewis fait sentir son mécontentement. Il est allé jusqu'à dire: est-ce que la Fédération internationale de basketball a agrandi le diamètre du panier pour qu'on marque plus afin qu'on puisse faciliter et augmenter le nombre de paniers et de points. Donc, est-ce que Carl Lewis a raison ou pas? Moi, je répondrai par oui. Oui. Je l'explique. Escalité. Ça s'explique comment? Bien sûr,
pour la simple justification. Le saut en longueur est une discipline à 4 phases. Il y a la course d'élan, l'impulsion, l'envol et la chute. Son longueur, il triple saut. Oui, bon, sans longueur et triple saut. Un peu plus compliqué en triple saut. Donc, ces 4 phases, si on élimine et on va vers ce changement, je dirais que cette modification, si elle venait à se réaliser, eh bien, tout le charme du travail de la course d'élan, le calcul du nombre de foulées par l'athlète et la précision d'atteindre convenablement la planche d'appel sera écarté, refoulé. Rajoutant à cela toute une partie méthodologique de cette belle spécialité course d'élan perdra son charme. Voilà, carton rouge donc pour ceux qui réfléchissent à enlever cette planche. Merci messieurs, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Merci Mohamed. Super sympa, toujours un plaisir d'être parfait, mais toujours sympa et toujours heureux que vous soyez là. Djilali, merci. On se retrouve jeudi prochain. Fatah, merci. Et également Badro, merci à tous d'avoir veillé si tard avec nous. Une émission qui est un peu plus longue que d'habitude. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On se retrouve jeudi prochain. Bonsoir et bon week-end.